Maintenant que nous avons vu ce qu'est un atome, comment il est construit, la spécificité de sa dernière couche d'électrons et comment les atomes s'assemblent pour faire une molécule, on va pouvoir passer un peu de temps sur ce fameux tableau. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage à la regarder maintenant si vous souhaitez comprendre ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous mets le cours précédent en barre d'infos et en description de la vidéo. Donc, que va nous apprendre ce fameux tableau? Comme je le disais dans la vidéo précédente, ce tableau regroupe toutes les briques élémentaires que nous connaissons. Briques élémentaires que maintenant nous savons être des atomes. Le tableau les appelle des éléments, ce n'est pas qu'une subtilité de langage, car si un élément est forcément un atome n'est pas forcément un élément du tableau. Je m'explique. On a vu qu'un atome est constitué de protons, de neutrons et d'électrons, avec la règle que le nombre d'électrons égale le nombre de protons pour assurer la neutralité électrique. Mais le nombre de neutrons n'a pas de contrainte d'égalité. On peut très bien avoir plus de neutrons que de protons, puisque de toute façon, le neutron est neutre et sert surtout à maintenir les protons entre eux. Prenons l'exemple de l'hydrogène qui est l'atome le plus simple. Il est constitué d'un proton et d'un électron, et c'est l'hydrogène qu'on voit dans le tableau. Mais en fait, il arrive parfois qu'un neutron s'invite dans le noyau d'hydrogène. On a donc un noyau constitué d'un proton et d'un neutron. Autour, on a toujours un seul électron puisqu'il n'y a qu'un proton. Il s'agit bien d'un atome car il respecte tous les critères pour être considéré comme tel. Mais il n'apparaît pas dans notre tableau car l'hydrogène présent dans le tableau, c'est celui avec juste un proton et un électron. Et là, il faut comprendre un truc important, l'identité d'un élément chimique dans le tableau repose sur le nombre de protons. Si deux atomes ont le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons, on va dire que ce sont des isotopes d'un même élément puisque le ou les neutrons supplémentaires ne vont pas changer le nombre de protons, donc l'identité de l'élément. Donc l'atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron, c'est ce qu'on a l'habitude de considérer comme l'hydrogène standard, et c'est ce qu'on voit dans le tableau. Et l'atome qui a un proton, un électron et un neutron supplémentaire est un isotope de l'hydrogène qu'on appelle hydrogène 2 ou deutérium. L'hydrogène a un autre isotope qui lui a deux neutrons, cet atome s'appelle l'hydrogène 3 ou tritium. Et il y a un isotope dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le carbone 14. Oui, exactement celui qui sert à dater les vestiges archéologiques. Le carbone a 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, et ce carbone-là, le plus courant, s'appelle le carbone 12, car son noyau, avec ses 6 protons et ses 6 neutrons, a donc 12 particules. Si jamais un neutron s'invite dans le noyau, ça donnera le carbone 13, qui est donc un isotope du carbone. Il est moins fréquent, mais tout aussi stable. Et vous l'aurez compris, si jamais ce sont deux neutrons qui s'invitent dans le noyau de carbone, on aura donc 6 protons à 8 neutrons, ce qui fait 14 particules dans le noyau. Et pourquoi c'est lui qu'on utilise pour dater les vestiges? Eh bien parce qu'il est instable. C'est-à-dire que si on prend 1000 atomes de carbone 14 et qu'on attend assez longtemps, comme il est instable, certains atomes vont se désintégrer. Et au bout de 5730 ans, on sait qu'on aura perdu 50% des 1000 atomes, il n'en restera que 500. Ces 5730 ans représentent ce qu'on appelle la demi-vie du carbone 14, puisque c'est le temps qu'il faut pour perdre la moitié des atomes. Comme c'est du carbone, les êtres vivants absorbent parfois du carbone 14 qui se comporte comme du carbone 12 dans l'organisme. Mais une fois mort, l'organisme vivant ne pourra plus absorber de carbone et le carbone 14 présent dans l'organisme qui va se désintégrer ne sera pas remplacé. Comme on connaît le pourcentage moyen de carbone 14 qu'il y a dans un être vivant, quand on mesure le taux de carbone 14 restant dans un tissu biologique trouvé lors d'une fouille, on est capable de dater la mort de l'organisme, que ce soit une plante ou un animal. Mais revenons à notre tableau et regardons comment sont rangés les éléments. On voit immédiatement que le tableau n'est pas un tableau classique, surtout sur le haut. C'est ce qu'on va chercher à comprendre. La première chose qu'on remarque, c'est que dans chaque case, il y a 3 choses importantes. Le nom de l'élément, son symbole et un chiffre. Je vous disais tout à l'heure que l'identité d'un atome dépendait de son nombre de protons, et c'est ce nombre qui est indiqué. Et si vous remarquez bien, les éléments sont classés par ordre croissant. Donc naturellement, l'hydrogène avec son proton solitaire se retrouve en haut à gauche. Quant au deuxième élément, c'est-à-dire l'hélium et ses 2 protons, il se retrouve en haut à droite. Mais par quelle logique il est arrivé là? Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait vu qu'un atome était stable s'il avait 8 électrons sur sa dernière couche, ou seulement 2 s'il n'a qu'une couche. Ce qui est le cas de l'hélium bien entendu. Et sans faire durer le suspense plus longtemps, la dernière colonne du tableau contient tous les aimants stables, c'est-à-dire l'hélium avec ses 2 électrons, et tous ceux qui ont 8 électrons sur leur dernière couche. Les lignes du tableau, quant à elles, correspondent au nombre de couches d'électrons que contient l'atome. Raison pour laquelle il n'y a que 2 candidats pour la première ligne, puisque seul l'hydrogène et l'hélium n'ont qu'une couche d'électrons. Si la dernière colonne correspond aux atomes les plus stables ayant 8 électrons sur leur dernière couche, à quoi correspondent les autres colonnes? Eh bien là encore, il y a une logique, puisqu'on sait que sur la dernière couche, il ne peut y avoir plus de 8 électrons.
On va faire une colonne par nombre d'électrons sur la dernière couche. Sur cette colonne, les atomes ont 7 électrons sur la dernière couche. Sur celle-ci 6, celle-là 5, puis 4, puis 3. Sur la première colonne, les atomes ont un seul électron sur leur dernière couche, et les atomes dans la deuxième colonne en ont 2. Reste tout le bazar au milieu. Pourtant, si on regarde la deuxième et troisième ligne, il y a un électron sur la dernière couche dans la première colonne, la 2, la 3, la 4, puis 5, 6, 7 et 8. Pour comprendre pourquoi ça se complique à partir de la quatrième ligne, on va se rappeler que la première couche peut contenir maxi 2 électrons. La deuxième couche maxi 8 électrons, la troisième couche peut en contenir 18 si et seulement si elle n'est pas la dernière couche. Car on se souvient que la dernière couche ne peut pas avoir plus de 8 électrons. Donc si je commence à construire mes atomes avec un nombre croissant de protons, et je rappelle que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons pour assurer la neutralité électrique, donc jusqu'à 18, c'est facile. On remplit d'abord la première couche, puis la deuxième, puis la troisième qui se remplit normalement jusqu'à 8. Et même si on sait que la troisième couche peut contenir jusqu'à 18 électrons, ce n'est possible que si elle n'est pas la dernière couche. Donc arrivé à 8 sur la troisième couche, pour pouvoir continuer, je vais devoir mettre le nouvel électron sur une quatrième couche. Et comme maintenant il y a une quatrième couche, on peut également continuer à remplir la troisième couche. Et donc, toutes ces colonnes sont les colonnes où l'avant-dernière couche se remplit. Et si on met ces colonnes entre la colonne des atomes qui ont 2 électrons sur leur dernière couche et la colonne des atomes qui ont 3 électrons sur leur dernière couche, c'est que pendant ce remplissage de l'avant-dernière couche, la dernière couche se limite en général à 1 ou 2 électrons. Et une fois que l'avant-dernière couche est remplie, on peut reprendre le remplissage de la dernière couche et donc notre progression sur le tableau pour aller jusqu'à 8. Là, avec le même raisonnement, on va créer une cinquième couche pour pouvoir poursuivre le remplissage de la quatrième couche. Et plus il y a de couches, plus ce mécanisme de remplissage va être compliqué. À tel point que sur les couches 6 et 7, pour ne pas avoir un tableau trop long, on met les cases en dessous. Mais si on regarde bien, il y a bien la continuité des nombres croissants de protons et donc d'électrons. La case de la ligne 6 présente bien les atomes qui vont de 57 protons à 71 protons, et celle de la ligne 7, ceux qui vont de 89 protons à 103 protons. Et là on a notre tableau au complet, et le fait de les avoir rangés de la sorte permet facilement d'en déduire quelques propriétés. Mais on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. On retiendra juste que ce tableau référence tous les éléments simples, qu'un élément peut avoir plusieurs isotopes qui se différencient par le nombre de neutrons, que sur la colonne de droite, on a les éléments les plus stables avec 8 électrons sur la dernière couche, sauf pour l'hélium qui est stable avec 2 électrons, que chaque ligne présente le nombre de couches d'électrons, et les colonnes le nombre d'électrons sur la dernière couche, avec la subtilité qu'on vient de voir à partir de la quatrième ligne. Que le chiffre dans la case correspond au nombre de protons et donc au nombre d'électrons, que les lettres correspondent au symbole de l'élément, parfois le nom complet est écrit mais pas toujours, et bien évidemment, les atomes qui vont nous servir dans le contexte de l'aromathérapie scientifique sont présents dans ce tableau, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Pas forcément à la prochaine vidéo, ça dépendra de l'intérêt que vous aurez porté à ces 2 premières vidéos, mais je vais poursuivre ces leçons, pas d'inquiétude. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.